Donc on part de zéro sur déjà, donc là ici en fait on va très peu parler de Bitcoin pour cette première présentation, ça va surtout être l'histoire monétaire pour comprendre pourquoi Bitcoin. C'est un sujet qui est très peu parlé dans les médias, on a l'impression que Bitcoin est une start-up californienne qui ne sert à rien, alors qu'il y a toute une histoire qui est derrière Bitcoin, aussi bien une prolongation de l'histoire monétaire, une prolongation de l'histoire technologique, et on va répondre à cette question de pourquoi Bitcoin, et le fait que même, on va dire, dans la communauté crypto, on présente Bitcoin comme étant l'apparition du Christ. Un jour donné, il est arrivé, là, le 8 janvier 2008, par là. Satoshi est arrivé, a posé le papier, et c'est ça qui vraiment a fait jaillir une crypto-monnaie et a fait jaillir la manière dont fonctionne Bitcoin. Et donc en fait, on va un peu relativiser tout ça. C'est une histoire Bitcoin qui a commencé il y a déjà des dizaines d'années, et c'est une histoire qui même a commencé il y a des siècles quand on regarde l'histoire monétaire. Donc on va surtout voir l'histoire monétaire, pourquoi on a inventé Bitcoin, et dans toutes les autres après séances, semaine prochaine, on verra, enfin non, le mois prochain, on verra comment fonctionne Bitcoin. On va rentrer dans le détail pour comprendre une crypto-monnaie, une blockchain, des adresses. Après, on va voir comment utiliser Bitcoin, comment les sécuriser. Et ensuite, pour les plus courageux d'entre vous, le dernier cours, ça sera Bitcoin vraiment techniquement, pour ceux qui veulent rentrer dans un peu plus le côté algorithmique à l'intérieur. Donc plus on va avancer, plus ça va être un peu plus compliqué. Et là, on commence au tout démarrage avec en fait très peu de Bitcoin, surtout de l'histoire monétaire, pour comprendre pourquoi Bitcoin. Tu vas, comment dire, vous allez établir le plan, le donner, on peut le donner aussi aux autres. Oui, bien sûr, oui. On va le partager. Nous, on l'a en tête, mais voilà, faut qu'on le mette ou qu'on le partage. Là, la dernière slide, ça vous dira ce qu'on ferait la semaine prochaine, le mois prochain. D'accord. Et après, on pourra partager tout ça. Donc, un petit mot sur Bitcoin Lausanne, qui est quand même là depuis 2018, qui a été initié par Albin Coderlier, qui n'est pas ici, mais que vous allez voir un jour ou l'autre, il a quand même tendance à être souvent présent. C'est le deuxième mardi du mois. Attention, warning, avant on était le premier mercredi du mois, puis après on a été le deuxième mercredi du mois, puis après on est revenu le premier mercredi du mois. Et pour en fait la logistique au niveau du bar, on cherchait une salle, on cherchait un bar, enfin le bar on l'avait, mais on cherchait une salle. Il nous a dit tout bonnement, bah, si vous venez ici le deuxième mardi du mois, vous avez la salle. Voilà, pour ceux qui se demandent pourquoi tous ces changements, c'est qu'à chaque fois nous on cherche des salles et donc on s'adapte avec ceux qui ont des salles disponibles dans la zone. Et donc, c'est une séance surtout de networking, on va dire ça comme ça, de prendre un peu autour du Bitcoin. On a fait des présentations et pareil, ça s'est arrêté, ça a repris, ça a arrêté, ça a repris. En fait, on essaye de toujours avoir de quoi parler et des fois on fait des pauses parce qu'on ne sait plus de quoi parler. Et après, on a de nouveau des histoires à raconter, donc Très cyclique, on revient à chaque fois, on va dire. tous les 4 ans. Exactement, c'est Ah, c'est tous les années bissextiles. Non, c'est un peu plus souvent que ça quand même. Donc aujourd'hui, on va voir l'objectif, c'est de voir l'histoire, et donc on va voir un peu l'émergence des États, l'intensification du commerce et pourquoi ça a évidemment influencé sur les monnaies, les crises de confiance qui a jalonné l'histoire monétaire à chaque fois qu'on a voulu, on va dire, faire un peu trop dans l'abstraction des monnaies, le passage au taux numérique, les essais avec un S avant Bitcoin, puisqu'il y en a eu beaucoup, et puis on verra Bitcoin. Donc quand je vous dis qu'on repart de très loin, c'est on repart de très loin. C'est l'histoire monétaire, on va dire, on peut voir l'histoire monétaire de plein de manières différentes. J'ai choisi de la raconter, on va dire, de deux chronologies. La première, c'est d'abord l'idée de monnaie. Parce que l'idée de monnaie, aujourd'hui, on en a depuis des milliers d'années, donc ça coule de sources. Mais l'idée de monnaie, c'est-à-dire que on va échanger quelque chose d'utile, des pots de bêtes, du blé, de l'eau, des choses utiles contre quelque chose de pas utile, c'est quand même une idée assez bizarre. On a toujours commencé avec le troc, parce qu'on voit très bien que quand on troque du blé contre une peau de bête, on voit très bien l'utilité. On se dit, cette peau de bête a nécessité 20 jours, mon blé a nécessité aussi, on va dire, j'estime 20 jours de travail, donc j'échange grosso modo mon travail contre un autre travail, avec une forme d'égalité dans l'échange en disant, je me dis à chaque instant, est-ce que cette peau de bête, je ne mettrai pas plus de temps moi à la faire, enfin moins de temps à la faire qu'à l'acheter. Donc quand on est sur du troc, on voit parfaitement, on va dire, la raison. Dès lors qu'on a l'idée de monnaie, on se rend compte que ça ne coule pas de source. On échange une abstraction qui est rien de concret et surtout qui n'est pas du tout utile, ça ne se mange pas,
ça sert pas à se chauffer, ça sert pas à se loger, contre vraiment quelque chose qui, pour le coup, était de la nourriture, était de quoi se vêtir, et ainsi de suite. Donc cette idée de monnaie, c'est la première chronologie que je propose, ne vient pas d'elle-même. Elle a commencé, à mon humble avis, avec les premières notions de calcul, de comptabilité, qui datent de l'époque sumérienne. Donc on mettait des petits cailloux dans un vase, et les cailloux déjà représentaient des brebis, donc ça donnait un troupeau, représentaient des monceaux de blé, représentaient des pots de bêtes, et avec ça on a commencé à la comptabilité, c'est-à-dire à représenter des brebis par quelque chose qui n'est pas du tout une brebis. Donc à cette époque-là, c'est avec des cailloux. D'ailleurs, c'est ce qui a donné le mot à l'époque, ça s'appelait des calculistes, ça donnait le mot calcul. Encore aujourd'hui, dans la médecine, quand on parle par exemple de calculs rénaux, c'est pas que vous êtes devenu mathématicien, c'est que vous avez des cailloux dans les reins. Donc cette histoire, les calculs, on a commencé à compter avec des cailloux qu'on scellait dans des pots, dans des jarres, date de l'époque sumérienne où ils ont commencé la première comptabilité pour déjà représenter quelque chose avec quelque chose d'assez abstrait. Mais ce n'était pas pour l'échange, c'était plus pour garder, c'était plus pour dire combien on a. Ensuite, dans on va dire, la chronologie de la monnaie, il y a les premières cités, notamment celle de Uruk. Pourquoi je mets ça comme un jalon? C'est parce que la monnaie a quand même une utilité, c'est celle de faire valeur pour tout. C'est-à-dire que tant qu'on échange des blés contre des pots de bêtes, ça va. Quand on commence à échanger 15 sortes d'épices différentes avec différents types de vins, différents types de métaux, différents types d'objets ou de commerce, on a besoin d'une monnaie. Donc la monnaie a émergé d'abord avec les cités, parce que c'est dans les cités qu'il y a eu des vrais marchés, avec énormément de choses à échanger, et c'est là où le troc a complètement explosé en termes, enfin est devenu caduque, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus avoir le taux de conversion entre toutes les marchandises. Donc dans la chronologie des monnaies, il y a déjà, on va dire, le besoin de la monnaie, c'est-à-dire d'avoir une sorte de pivot central en disant, on va tout référencer à travers ça, donc de l'or, de l'argent, des épices, ça donnait le mot espèce aussi, et ça va servir de pivot. Enfin, il y a un code de loi, puisque la monnaie telle qu'elle ne vaut pas son poids en travail. C'est-à-dire que si on échange un lingot d'or, on échange un lingot d'or. Si on échange une pièce, elle vaudra toujours moins que l'or qu'il y a dedans. Donc quand on commence à avoir une monnaie qui n'est plus basée sur les matières premières, qui n'est pas que de la matière première, mais qui est une sorte de symbole, quand on commence à mettre un 1, un 2, un 5 sur des pièces de monnaie, généralement, elle vaut plus son poids en or ou en argent, et il faut donc quelqu'un pour dicter les règles, à dire qui a le droit de faire ça. Donc ça donne l'émergence des États, et ça donne, par exemple, ici, j'ai noté le premier code de loi d'Hammurabi qui clairement commence à définir qu'est-ce qu'on a le droit de faire et pas faire. Et c'est ainsi qu'on arrive. Donc vous voyez, quand même, on est parti de moins 8000. Donc l'idée de monnaie a pris du temps. Comme je disais, il a quand même fallu qu'on s'y fasse à l'idée d'échanger notre dur labeur contre quelque chose qui servait à rien et qui même n'était pas parfaitement équivalent au dur labeur d'un point de vue contenu en métal, contenu en richesse dedans. Donc il a quand même fallu 8000 ans pour arriver à la première pièce que, alors pareil, on peut avoir, les historiens ne sont pas totalement d'accord, mais on statue première pièce par Crésus, qui a donné l'expression Crésus et qui même a trouvé, lui, il est devenu riche parce qu'il a trouvé l'or dans la rivière dans laquelle il y avait son royaume. La rivière était dans le royaume, et la rivière s'appelait le Pactole. Donc, c'est quand donc trouver le Pactole et être riche comme Crésus, c'est pas pour rien, c'est parce que il a réellement été riche grâce à son Pactole et il a commencé à frapper pièce. Donc, il a commencé à dire ce n'est pas juste de l'or, c'est une pièce. Il a eu un des rares qui n'a pas mis sa tête dessus, et forcément, puisque c'est une pièce, elle ne vaut pas son poids en or, elle vaut une valeur fixe qui est un peu plus que le poids qui est en or dedans, mais avec ça, vous pouvez changer. Vous avez obligation d'échanger, personne ne peut en créer d'autres, et ainsi de suite. Ouais, salut. Donc l'idée de monnaie a mis quand même 8000 ans à émerger, et a forcément émergé sous une forme qui inspire confiance, aka une pièce bien lourde en or. Maintenant que cette idée de monnaie a émergé, elle a pris plusieurs formes. Parce qu'on verra un peu plus tard que l'or a évidemment des qualités incroyables, mais c'est pas celui d'être transportable en fait. C'est extrêmement lourd l'or, hein. C'est-à-dire on ne se rend pas compte parce qu'on a aujourd'hui plus vraiment d'or avec nous, mais 1 kilo d'or c'est à peu près grand comme ça. Les lingots d'or qu'on voit des fois dans les banques centrales, qui ont à peu près cette taille-là et compagnie, et on les voit empilés, ça c'est un lingot d'or comme ça, c'est à peu près 12 kilos. Donc 12 kilos, il faut quand même s'imaginer 2 packs de 6 bouteilles, hein.
des bouteilles d'un litre. Donc on se rend, donc un lingot d'or qui est grand comme ça, et moi je me rappelle, il y avait un jazz bond, ils s'envoyaient des lingots d'or comme ça dans la tête les uns les autres. Je pense que là on était à plus de 50 kilos d'or, donc évidemment qu'ils ne pouvaient pas se les envoyer dans la tête. Mais donc l'or c'est extrêmement lourd, et quand bah, en fait on était à l'époque sans les moteurs, sans rien, se trimballer ça par bateau ou autre, c'était quand même extrêmement compliqué. Donc après avoir créé l'idée de billet, enfin l'idée de monnaie, il y a eu après, on va dire, tergiversation sur ce qu'on appelle le médium, c'est comment est-ce qu'on va concrétiser cette monnaie. Ça a d'abord été des pièces d'or, d'argent, de cuivre et autres, mais très vite, on s'est rendu compte que pour certains cas, le billet, le papier était beaucoup mieux. Le billet, le premier billet, c'est-à-dire la première fois qu'on est passé d'une pièce vraiment sonnante et trébuchante, or, argent, cuivre, ainsi de suite, bronze notamment, au niveau des Sumériens, mais ça a fait faillite après. Ça a été en Chine. C'était absolument pas un billet comme on a là, c'était une lettre de change, vraiment. Donc c'était les plus riches commerçants qui avaient le droit à ça. Le gouvernement proposait que vous allez à Canton, vous déposez votre or, on vous donne une lettre de change signée par l'empereur lui-même, et vous pouvez traverser tout le pays, arriver à Pékin, donner la lettre de change et on redonne l'or qui va avec. Donc le premier billet a été en Chine au début du premier millénaire. Il était très réduit déjà, il était que dans le pays et très réduit aux personnes qui vraiment avaient des quantités d'or et des commerçants. Le premier, on va dire, réseau international de paiement a été fait par les Templiers, qui, mine de rien, avaient quand même un réseau, était placé dans toute l'Europe, toute la Méditerranée, jusqu'à Jérusalem. Donc c'est eux qui avaient un peu le premier, enfin il y avait les Romains, mais les Romains n'ont pas fait de système de paiement, autre que leurs pièces sonnantes et trébuchantes en argent. Le premier réseau de lettres de change, on va dire intercontinental, international, a été fait par les Templiers, et ça a été imité par tout le monde. C'est-à-dire qu'après, ça a été, alors je n'ai pas les dates exactes, mais en gros, après, les Vénitiens ont fait pareil, les Anglais ont fait pareil, les Hollandais ont fait pareil, enfin tout le monde qui après, on va dire, a eu le monopole des mers et des échanges et du commerce, a créé un réseau international de paiement comme avaient fait les Templiers à l'époque. Mais le premier, on pourrait voir ça comme étant les Templiers. La première banque centrale telle qu'on la connaît, là on voit que le billet, encore une fois, fait son chemin, mais assez lentement. La première banque centrale telle que l'on connaît, c'est une banque centrale qui émet des billets pour tout le monde. Parce que pareil, les Templiers, il fallait avoir des grosses quantités d'or et aller à Jérusalem. Donc, c'était pas non plus tout le monde qui utilisait le service. La première banque centrale qui vraiment a émis des billets pour tout le monde, les fameux livres sterling, et qui a aussi guidé les ratios d'endettement à travers le taux de crédit pour essayer de accélérer l'économie ou la réduire. Enfin, la première banque centrale telle qu'on connaît actuellement avec l'émission de monnaie pour tout le monde, l'émission de billets, toujours liée avec c'était pas des lettres de change, mais quand même des métaux précieux derrière. C'est-à-dire quand on disait qu'on avait 20 livres sterling, tout était dans le nom, c'était 20 livres. Donc livre, c'est 0,5 kg, un demi-kilo à peu près, grosso modo, 20 livres d'argent qualité sterling. Sterling, argent, c'est 92% d'argent. Donc quand on dit qu'on avait 20 livres sterling, un billet de 20 livres sterling, ça voulait dire ce que ça voulait dire. C'était qu'on pouvait l'échanger contre 20 livres d'argent qualité sterling. Et ça, c'était les Anglais qui, bah, à cette époque-là, ils dominaient aussi un peu quand même déjà le monde d'un point de vue maritime. Donc ils ont dit, pour le coup, c'est assez général, on le fait pour tout le monde, c'est plus, on a vraiment, on imprime des billets en masse et ainsi de suite. Et si on peut après arriver sur évidemment l'époque moderne, le premier paiement électronique a été fait par Western Union, par télégraphe. Donc on a ici une restitution et ça consistait par dire à télégraphe, je sous-signe, machin tel, a effectivement donné tant d'argent et peut réceptionner son argent à l'autre bout. Donc le premier paiement électronique, on était très loin évidemment de la carte bancaire et compagnie. Le premier paiement électronique a été fait par Western Union aux États-Unis à travers les télégraphes. Et donc là, on est sur première chronologie, c'était l'idée de monnaie. La deuxième chronologie, c'est comment on matérialise cette monnaie. Il y a évidemment le billet qui, encore une fois, a mis énormément de temps à arriver. Et après, on a eu le paiement électronique qui, vous voyez, date quand même de plus d'un siècle et a mis en fait un siècle à vraiment se matérialiser. Alors pourquoi est-ce que des si bonnes idées ont mis autant de temps? Parce qu'il y a une autre chronologie qu'on peut faire, c'est celle des faillites monétaires. J'en ai mis, on va dire, moi, celles que je connais, et un peu forcément européens centrés, franco-centrés aussi, un peu dans la foulée. Mais il y en a eu dans tous les continents, dans toutes les époques. La première, c'est la chute du denier romain. Vous voyez que les Romains, quand ils ont commencé leur empire, leurs pièces étaient 100% argent. Donc le denier romain avait une quantité de 100% d'argent. Et plus l'empire va mal, plus la quantité d'argent
baisse dans la pièce. Donc la pièce vaut toujours la même quantité, c'est toujours un denier comme on aurait ici un franc, un euro, un dollar. Mais à la base, c'était un denier très bien baqué par de l'argent pur quasiment. Et plus le temps arrive, plus on se rend compte qu'ils étaient en train de pipoter leur monnaie, grosso modo. Donc le pipotage de monnaie n'a pas attendu les billets. Déjà avec des pièces en or, une fois que vous avez la pièce en or, vous êtes tranquille. Vous avez la pièce en or, l'or, vous l'avez, il ne bouge pas. Mais l'empereur qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Et mettons que l'or, il vaut 1000 francs. Il achète 1000 francs d'or et il émet pour 1500 francs de monnaie. Classique. Cette déflation, elle a pris combien de temps? Ah bah on voit au niveau des années ici. Donc, beaucoup de temps. Donc là on est, tu vois, on est sur quasiment 3 siècles. Ça a quand même... et ce qu'on voit surtout, c'est que ça a quand même, on va dire, pendant quasiment 2 siècles, tu vois, 150 ans, on va dire, moins 31, ça n'a pas beaucoup bougé, tu vois, ça allait, quand l'Empire était encore assez prospère, il profitait du monopole, entre guillemets, comme font le dollar, Microsoft et plein d'autres pour se faire plaisir. Mais c'est vraiment quand l'Empire a commencé à chuter que là, en un siècle, en fait, ça a totalement. En fait, là, ils n'avaient plus d'argent. Il y a un cas, on va dire, je pense qu'ils profitaient du système, ils pouvaient se le permettre, mais ils profitaient du système. Et puis il y a un cas où ils ont complètement coulé, et donc là, ils n'avaient plus d'argent, et donc ils imprimaient l'argent encore et encore, comme, j'allais dire, les États-Unis en ce moment, peut-être. À vous de juger. Ouais. Attends, c'est vrai que pour les questions, j'avais un micro. Et sinon, ça ne part. C'est filmé, ouais. C'est à part. Alors, si vous voulez que la question soit mutée ou autre, vous n'êtes pas filmé, il n'y a que moi. Et si vous voulez que la question soit pas, arrive pas sur YouTube, vous pouvez me dire après, je la supprimerai. Non, juste pour dire qu'il me semble qu'en Suisse, si les pièces de 1 et de 2 ont des petites rayures sur les tranches, c'est pour justement éviter le debasement. Ça veut dire que Oui, avant c'était les rois à l'époque féodale, mais que des gens viennent rogner tout à sur la fait. quantité d'argent ou d'or Tout à qui était fait. contenu Bah oui. dans la pièce. C'est qu'il n'y avait pas que le roi qui trichait. Le peuple aussi. Attention avec. Vaut mieux le poser parce qu'après on peut entendre les bruits de doigts et compagnie. Donc, vaut mieux le poser à plat comme ça, bon, il n'y aura pas les bruits. Oui, il y a tout le monde qui trichait. C'est-à-dire, vu qu'une pièce d'argent restait sa valeur, on va dire, une fois qu'on a la pièce entre les mains, son poids en argent a moins d'importance. C'est la pièce, c'est le logo qui est dessus, grosso modo, hein. Donc, évidemment que les rois, eux, avaient le monopole légal de refaire une nouvelle monnaie avec moins d'or ou moins d'argent dedans. Mais le bas peuple, évidemment, s'amusait à limer un peu les pièces. Et en gros, c'est pour ça que les commerçants à l'époque, ils pesaient à chaque fois les pièces. Quand on voit les peintures des commerçants hollandais, ils pèsent les pièces. Parce qu'il n'y a que ça, hein. C'est-à-dire, l'or, il n'y avait rien de plus lourd avant. Maintenant, il y a le tungstène qui est tout aussi lourd. Donc, on peut truquer avec du tungstène en le mettant dedans. Mais avant, vu que rien n'était plus lourd que l'or, si vous avez une pièce d'or, vous savez que c'était une pièce d'or, vous avez juste à mettre votre pièce d'or que vous savez que c'est de l'or, la pièce d'or de quelqu'un d'inconnu, c'est à la même poids, vous êtes sûr que dedans c'est de l'or. Vous êtes sûr qu'il n'a pas triché, il n'a pas commencé à trop limer, ou il n'a pas mis un alliage avec autre chose. L'or avait cette qualité d'être extrêmement lourd, le plus lourd qu'on connaisse. Donc, pour vérifier que c'était de l'or à l'époque, c'était très simple, on pesait. On pesait par rapport à une pièce d'or qu'on connaissait vraie. Et si c'était le même poids, bah, c'est-à-dire que dedans, il y a exactement la bonne quantité d'or, quoi. Voilà, et Newton, parce qu'il n'a pas fait que de la mécanique. Newton a eu cette idée de faire les rayures tout autour de la pièce pour éviter d'être limé, quoi. C'est Newton, ouais, voilà. Il a eu des bonnes idées dans à peu près beaucoup de choses. Ouais, là, il y a une petite lumière verte dessus, ouais. Ouais. Il y a eu l'anecdote en Chine par rapport à un État qui était très prospère et ça prenait ombrage sur je ne sais plus quel autre État, et ils ont interdit l'or, et ils devaient faire des paiements en fer, et c'était encore plus lourd. Et Ah, il y a eu justement là aussi le développement des papiers alors le fer de. est pas plus lourd que l'or. Mais, Par mais contre, ça prenait, c'était peut-être pas plus lourd, mais voilà, ça prenait, en fait, finalement, c'était à valeur l'énergie de égale. déplacement du fer, Ouais, parce qu'il en fallait beaucoup bah plus, voilà, je pense que oui. était problématique. Donc, ils ont aussi développé le billet Le billet de fer, hein. le billet de banque, Le billet de banque, c'est-à-dire ouais. pour
Voilà, donc c'était juste une Ouais. petite chose que je voulais, une Oui, anecdote. l'or a le mérite d'emmagasiner quand même de la valeur. Enfin, encore une fois, un petit lingot d'or comme ça, donc, que vous mettez dans votre poche, hein, grosso modo. Je sais pas c'est quoi le prix actuellement, je crois que c'était 50 000 francs. Donc un truc qui tient dans le creux de la main, littéralement, c'est 50 000 francs. Donc c'est encore aujourd'hui, l'or a une capacité d'emmagasiner la valeur qui est énorme, et à l'époque c'était aussi ça. Donc changer pour le fer pèse moins lourd. C'est juste que je pense que pour 1 kilo d'or, il fallait je sais pas combien de kilos de fer pour compenser. Donc oui, L'objectif était justement de diminuer comment dire, c'est très intéressant, je trouve. ouais, L'objectif de l'État central était de diminuer le pouvoir de la prospérité de cet autre peuple, et ils pouvaient plus payer en or, donc le fer était beaucoup trop encombrant, et ça prenait trop d'énergie pour le déplacer. Donc, l'intelligence humaine s'est dit, tiens, on va le remplacer ouais, par le papier. il y a C'est toujours une très bonne raison. intéressant. Ouais, c'est Toujours une bonne ça. raison. Mais on verra justement là, la suite arrive. Il y a toujours une bonne raison, il y a toujours les abus qui suivent la bonne raison. Donc là, par exemple, on parlait des billets en Chine, et ben, il y a eu la crise des billets. C'est-à-dire que pareil, pourtant les billets étaient quand même pas non plus très répandus, mais à un moment donné, ils ont vraiment trop émis de billets, donc crise des billets, retour à l'argent total. Retour à l'argent total, ça a eu des implications mondiales, c'est-à-dire que d'un coup d'un seul, le gouvernement chinois a dit je ne veux plus que de l'argent pour payer. Argent, 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 argent. Sauf qu'il n'y avait pas tant d'argent que ça en Chine. Et enfin, c'est à cette époque-là où les conquistadors, eux, ont découvert des mines d'argent en Amérique latine. Et en fait, la demande en argent était tellement importante en Chine que c'est ça qui a commencé à faire un peu le commerce. Les Chinois, ils en avaient rien à foutre de tout, grosso modo. Ils faisaient très bien tout, pas mieux que nous, moins cher, donc ils en avaient rien à faire de nos étoffes, de nos tissus. Ils voulaient de l'argent, de l'argent, de l'argent en quantité énorme, parce ils ont déjà connu le billet, parce que ça s'est cassé la gueule et parce qu'ils ont fait un retour en argent massif. Et donc à un moment donné, c'était vous devez tout payer en argent, c'était la seule monnaie légale, et donc ça a eu un appel d'air de dire ben, en fait on est prêt à prendre le métal argent partout d'où qu'il vienne, quoi. Et c'est comme ça que ça a un peu, par effet domino, ça a créé ces énormes chemins de commerce entre l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Asie. Faillite de la banque de Stockholm, qui, comme son l'indique, était une banque non gouvernementale. C'est l'idée de quelqu'un qui s'est dit je vais mettre des billets basés sur de l'or. La seule idée, c'est que ça c'est. Encore une fois, l'histoire bancaire se répète constamment. On pourrait croire que c'est que Stockholm qui a fait faillite, perdu, ça s'est répandu dans toute l'Europe, cette histoire. Voilà, donc il a titriarisé sa daube, il l'a exporté dans toutes les cours d'Europe, et à la fin, ça a fait faillite, ça a créé un séisme assez important. Faillite du système Lowe en France en 1720, toujours la même histoire pareil qui se répète en France depuis la nuit des temps. L'État dépense plus que ce qu'il récolte, et pourtant il récolte beaucoup. Donc, comment trouver de l'argent? Eh ben, le fameux Lowe en question, qui était, je crois, écossais ou anglais, il débarque en France en disant, moi j'ai une idée, on va titriariser le commerce colonial français, à Cal, la Louisiane notamment. C'est-à-dire qu'on va faire, c'était indescriptible, hein. C'est ni vraiment des obligations, ni vraiment des actions, enfin c'est ni des actions ni une monnaie, c'était un peu entre les deux. C'était des monnaies collatéralisées par le commerce triangulaire que faisait la France. Donc à la fin, l'eau avait carrément eu le monopole des impôts aussi à un moment donné. Donc à un moment donné, c'était une compagnie privée où le roi l'aimait tellement qu'il a octroyé des monopoles sur tout et n'importe quoi à cette compagnie privée, qui s'est mise à émettre des sortes de trackers ETF sur le marché colonial français qui ont fait office de monnaie. Il disait que c'était tellement liquide et tellement intéressant que ça fait office de monnaie. Et c'était censé être baqué par le fait que la France est un empire colonial qui se fait plein d'argent dans le commerce triangulaire, donc vous pouvez acheter ça sans crainte, vous retrouverez forcément votre argent, jusqu'au jour où en fait le message s'est propagé qu'il avait encore une fois beaucoup trop imprimé de billets, et le système a fait faillite, et à l'époque des millions de personnes avaient déjà perdu leur argent dans ce système-là, qui est un système de billets qui pour le coup était collatéralisé par le commerce triangulaire français. On a du mal toujours à apprendre de ses erreurs, hein, je suis français, donc
l'histoire se répète avec les assignats français, chose pas très connue, donc toujours pareil, on manque d'argent. Cette fois-ci, c'est les révolutionnaires français. Ils ont récupéré le pays. Déjà, le roi n'avait déjà plus une thune à l'époque. Donc les révolutionnaires avaient encore moins d'argent. Problème, la guerre gronde. Tout le monde nous fait la guerre. Il faut trouver de l'argent pour aller combattre. Merde, on n'a pas une thune. Mais on a confisqué tout le patrimoine français. On a confisqué ce qu'ils appellent les biens nationaux, c'est-à-dire tout ce qu'avait le clergé et la noblesse. Donc vraiment les châteaux, les domaines, les églises, ainsi de suite. Ils en ont vendu une partie, mais les autres, ils ont fait une monnaie. Les assignats français, c'est une monnaie collatéralisée par le patrimoine français. Donc par des domaines, des châteaux et ainsi de suite. Et évidemment que cette monnaie était la plus fiable au monde parce qu'elle est basée sur de l'immobilier. C'est une des rares monnaies quand même basée sur de l'immobilier. Évidemment que l'argent, il est bien là. Évidemment que c'est safe. Évidemment que c'est ça. Évidemment qu'ils ont fait faillite parce qu'ils en ont trop fait. Et l'histoire, pour le coup, on a des détails assez consignants. Plus le système était daubé, plus les lois qui étaient... Parce que c'était un peu en plus à l'époque, après, époque de la terreur et compagnie. Donc ils n'étaient pas là pour faire semblant d'être gentils. Donc plus le système sentait la daube, plus les lois étaient hardcore. À tel point que de demander dans quelle monnaie est fait un contrat, c'était peine de mort. Parce que évidemment que le contrat est fait en assignat. Si tu oses demander ça, c'est que tu complotes. Donc évidemment qu'il y avait des lois qui étaient passées pour dire que c'était la seule monnaie légale. Évidemment qu'aucun contrat devait être fait autant de monnaie. Donc à un moment donné, c'est quand ça s'est vraiment éclaté, il y a carrément des lois qui sont passées pour dire que le simple fait de demander dans quelle monnaie était le contrat en France, c'était peine de mort parce que forcément, tu étais un royaliste qui voulait la mort de la Révolution et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est pour ça que les Français, après évidemment, ils n'ont pas été bancarisés tout de suite. Hein. On a été bancarisés dans les années 1970-60 à peu près. La plupart des Français n'avaient pas de compte bancaire avant encore 1960-1970, et on peut comprendre puisque les tentatives de fausses monnaies, entre guillemets, ont été vite cassées. L'assignat commencé quand? La quoi? Les assignats. L'assignat, ça a dû commencer pas quelques années après la Révolution française. Donc là, ça fait faillite en 97, ça a dû commencer, franchement, ça a dû durer 5 ans, peut-être 7 ans. Ah, j'ai oublié, en plus, j'avais une pièce. Merde, voilà, désolé, vous avez fallu voir une pièce des assignats, j'en ai une chez moi. Mais ça se trouve, hein, c'est pas du tout un truc très rare, ça se trouve assez facilement. Une pièce de 5 sols, des assignats avec l'emblème de la Révolution et compagnie. Et donc voilà, alors moi j'ai pas ça, moi j'ai pas un billet, moi c'est une pièce en cuivre. Mais c'est écrit tout pareil, domaines nationaux, assignats de 15 sols, payables au porteur, et ainsi de suite. Et enfin, bon, un des plus connus, c'est l'hyperinflation de Weimar. Là, les Allemands, eux aussi, ils sont encore traumatisés de ça. Hein. Quand ils gèrent l'euro, il y avait une différence entre les pays latins et l'Allemagne. Quand ça a été l'Italie et la France, c'est un peu open bar, l'euro. Quand c'était les Allemands, c'était un peu serré parce qu'ils ont connu l'hyperinflation. C'est arrivé après-guerre, et vous avez le graphique ici, donc toujours pareil. Durant la guerre, les Français ont fait pareil aussi. Durant la guerre, le gouvernement a besoin de l'or pour financer, parce que les gens les banquiers suisses acceptent que de l'or. Donc, pour financer la guerre, ils acceptent que de l'or. Évidemment, les gens à l'extérieur, ils n'acceptent pas des billets. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit au peuple, si tu es un compatriote, tu donnes ton or contre des billets qui ont la même valeur. Donc là, de même qu'il y avait, pareil, il y avait des affiches de la première guerre française, où tu avais la pièce d'or, c'était un coq, et le coq criait sur le soldat allemand en disant « Ton or travaille pour la victoire ». Et il fallait donner son or à l'État contre des billets. Et bien évidemment, comme vous connaissez la chanson, c'est évidemment nous qui allons gagner, donc on est les meilleurs, évidemment, qui va recevoir l'argent. Et donc les Allemands ont fait pareil, c'est-à-dire le marque or qui valait son poids en or, qui était une pièce qui valait son poids en or, on l'a échangé contre du marque papier en temps de guerre pour récupérer l'or des Allemands pour payer les efforts de guerre après, les armes, les machins et compagnie. Et vous voyez, ce que je trouve marrant, c'est qu'on pourrait croire qu'en 18 ça s'arrête, ils signent le traité de Versailles qui les humilie totalement, on pourrait croire que c'est là où ça pète. L'histoire monétaire est incroyable. L'histoire monétaire rappelle que la monnaie, c'est un consensus. Tant que tout le monde croit à la connerie, ça marche. C'est ça qui est important, hein, c'est que tant que tout le monde croit, ça marche. Donc là, ils ont beau avoir signé le traité disant, en gros, vous avez perdu et on va vous laminer, et ben c'est pas là où ça pète. Moi, c'est ça qui me perturbe encore aujourd'hui, parce qu'il y avait encore cette idée de je sais pas quoi. Donc, oui, ça a commencé un peu déjà à péter ici. Hein. On a fait déjà, oui, c'est logarithmique. Hein, donc, là, on est déjà sur un x100. Donc, il a fallu quelques années pour qu'ils se rendent compte. Ça s'est remis à se baisser. Alors là, j'aimerais bien savoir pourquoi, qu'est-ce qui leur a donné espoir sur leur propre monnaie quand même.
Et à un moment donné, bon, il n'y a plus d'espoir. Et là, vous voyez que c'est logarithmique, c'est-à-dire en espace d'un an, la monnaie a été dévaluée de 99,9999999%. Et littéralement, la bière doublait limite tous les 3 heures dans les bars. Littéralement, on voyait les Allemands, je ne sais pas si j'avais l'image, mais on voit les Allemands qui jettent leurs billets au feu parce que c'est moins cher de se chauffer en jetant les billets que qu'en jetant des bûches. Il y en a d'autres qui font. Oui, il est parti. Il y en a d'autres qui faisaient du papier peint avec. Enfin bref, le Marx ne valait absolument plus rien. C'est une histoire qui se répète encore aujourd'hui, hein. Le Venezuela a aussi une monnaie extrêmement inflationniste et il faut payer avec des liasses de billets une bouchée de pain. Donc là, c'était un peu. Donc en fait, le billet, ça a mis du temps à s'imposer parce que grosso modo, à chaque jour pareil, un billet qui est collatéralisé comme il faut, ça tient dans le temps. Dès lors qu'on commence à imprimer un peu trop de billets et à faire un peu trop n'importe quoi, ça part en vrille et tout le monde finit assez pauvre. Et c'est donc, ça date pas d'hier. La Chine l'a eu, Stockholm l'a eu, la France l'a eu, l'Allemagne l'a eu. Et en fait, on est arrivé, on va dire, au plus gros scandale financier de ces dernières années. Ça a été la fin de Bretton Woods par les Américains. Donc les Américains, eux, avaient un dollar. Alors les Américains et leur dollar, c'est une longue histoire. Le dollar avait toujours été backé par l'or. Par exemple, c'était 20 $ une once d'or en 1920. Donc il y avait une pièce d'or qui est encore aujourd'hui achetable, comme les 20 francs suisses ou les 20 francs français, qui étaient, à cette époque-là, il y avait les talons l'or, vers 1920, 1800, fin 19e, début 20e, il y avait l'union latine entre la France, l'Italie, la Suisse, et j'oublie un pays, peut-être le Luxembourg, et l'Italie, ce qui a donné les 20 francs français, les 20 francs suisses, les 20 lire italiens qu'on peut encore acheter aujourd'hui, les petites pièces en or. Ça date de quoi? Voilà, exactement. Ça date de cette époque où Napoléon III avait remis les talons or en France. Donc il y avait vraiment 20 francs, le billet de 20 francs était directement lié à une pièce d'or de 20 francs. Et en plus, il avait fait une sorte de proto-euro où les pays avaient tous fait une monnaie avaient tous fait une pièce qui était semblable. On dit, on va tous faire une pièce, chacun dans son pays, qui a cette taille-là, ce point en or-là. Une sorte de proto-euro, l'Union latine. Et les Allemands, les Américains, eux, avaient 20 $ de Double Eagle, une pièce de 1 once, donc 33 grammes d'or, hein, ça commence à faire comme une grosse pièce, qui valait 20 $. Durant l'entrée en guerre des États-Unis, durant la Seconde Guerre mondiale, c'est simple, c'est basique. Roosevelt a dit c'est interdit d'avoir de l'or. Donc on y va avec plus ou moins de douceur à chaque fois, hein. Quand il s'agit d'aller récupérer l'or chez les particuliers, ça y va avec plus ou moins de douceur. Roosevelt a clairement dit c'est maintenant interdit d'avoir de l'or. Bon, alors il a récupéré que dalle, hein, tout le monde l'avait planqué, hein, évidemment, personne n'est allé redonner son or contre des cacahuètes. Et pour cause, en sortie de guerre, ce n'est plus 20 $ une once d'or, c'est 35 $ une once d'or, donc il a dévalué la monnaie. C'était en sortie de guerre. Et en 1975, il a tout bonnement dit je vous donne plus d'or. Donc c'est vraiment assez incroyable. C'est-à-dire que les Américains, après avoir dit au monde entier vous êtes obligés d'utiliser mon dollar pour avoir du dollar, donnez-moi de l'or. C'est ça qu'ils ont fait, hein. Donnez-moi de l'or parce que c'est échangeable contre de l'or. Donc donnez-moi de l'or, je vous donne des dollars. Vous êtes obligés d'avoir des dollars pour vous payer du pétrole, des matières premières, et ainsi de suite. Donc tout le monde a dû convertir de l'or en dollars et ainsi de suite pour avoir des dollars et pour faire du commerce avec. Et en 1975, le gouvernement américain a dit je vous donne plus d'or, c'est le marché qui vous donnera, c'est le marché qui dira combien ça vaut, mais moi je vous donne plus de ratio, allez voir ailleurs. Et c'est passé, une fois de plus, tant que tout le monde y croit, ça passe. Donc là l'or aurait dû s'écrouler, hein. Logiquement, quand on fait un tel coup comme ça, en disant avant c'était baqué par l'or, vous utilisez ma monnaie, merci d'avoir donné de l'or, et que d'un coup de nation on dit il n'y a plus rien, non, c'est censé s'effondrer. Mais une fois de plus, la monnaie, c'est une illusion collective, donc si le consensus est là, et ben votre monnaie peut littéralement être dans le vide, c'est-à-dire ne détenir par rien du tout. Si le consensus est là, la monnaie ne s'effondre pas. Enfin, pas parce qu'une once d'or aujourd'hui, c'est pas 35 $. Hein. Une once d'or, c'est 5 000. Hein, donc bon, ça a quand même dévalué. Mais... Ouais. Est-ce que tu peux répéter la question? Non. Est-ce que la fin de la convertibilité du dollar en or, c'est considéré par les économistes comme un défaut des États-Unis, enfin comme une faillite, ou juste comme une décision comme ça? C'est ça qui est beau. Pour moi, à mon humble avis, concrètement, c'est un défaut de paiement. C'est-à-dire, ils ont dit notre dollar est collatéralisé avec de l'or,
pouvez toujours aller le récupérer. Et d'un coup d'un seul, ils ont dit, ah, en fait, non. Maintenant, c'est le marché qui va vous dire combien vaut votre dollar par rapport à l'or. Donc, à mon humble avis, c'est un défaut de paiement. C'est juste que c'était pas une obligation, entre guillemets. Encore, hein, on pourrait voir ça comme une obligation. Et c'était pas vraiment une obligation. Et pourtant, bah oui, ça a été pris comme une simple décision économique en disant, ah bah on va faire avec, quoi. Donc c'est là où ils ont été, pour moi, extrêmement forts, hein, c'est le coup du siècle, hein. C'est d'avoir fait, de dire, c'est un défaut de paiement total, et c'est passé. Et ils pourraient faire ça encore aujourd'hui en disant, les obligations, même aujourd'hui, je trouve, les obligations, surtout américaines, court terme et compagnie, sont devenues une sorte de monnaie. C'est-à-dire c'est devenu tellement liquide et tellement disponible, les obligations américaines, que c'est devenu une sorte de monnaie aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est, par exemple, les fameux Tether ou les fameuses banques n'ont pas de dollars sur non-attribution, ils n'ont que des obligations. Les banques centrales entre elles, quand on dit que la Russie avait je ne sais pas combien de milliards de dollars, elle n'a pas des dollars, elle a des obligations du Trésor américain. Ce qui donne, voilà. Alors un autre exemple plutôt plus concret, quand la France et l'Allemagne disent à Poutine, on va geler tes avoirs. Sachant que les avoirs, ils disent, il a des euros, il fait travailler ses euros, on va lui geler, on va lui prendre ses euros. Sauf que les euros de Poutine, c'est pas des euros, c'est des obligations. Donc quand la France et l'Allemagne disent, on va te récupérer, on va te geler tes avoirs et récupérer un défaut de paiement, c'est pas un défaut de paiement. Je pense que c'est pour ça qu'ils le font pas, c'est que ça pourrait être... Quand ils disent qu'on va geler les avoirs de Poutine, concrètement, ça veut dire qu'ils vont récupérer leurs propres obligations. Et je pense que le marché, il va pas très bien réagir à ça. Donc c'est pour ça qu'ils ils se tâtent un peu, mais ils y vont pas, parce que ça pourrait vraiment faire déglinguer. Mais oui, donc l'histoire pourrait se répéter avec les obligations, je trouve. Les obligations d'État sont devenues des sortes de monnaie, et je verrais bien un État dire, ah en fait, je ne sais pas combien ça vaut, c'est le marché qui va vous dire combien ça vaut maintenant. Je verrais bien ça se reproduire, mais bon, ça c'est mon pronostic personnel, on verra si ça arrive. Mais en tout cas, oui, les Américains avec Bretton Woods ont littéralement, pour moi, fait un défaut de paiement qui est passé nickel chrome pour eux, quoi. Donc si on compare un peu les nouvelles monnaies fiduciaires, donc fiduciaire c'est qui repose sur la confiance, uniquement la confiance. Une pièce en or, c'est, voilà, j'ai mis valeur intrinsèque, c'est à peu près ça, hein, c'est 70% d'or dedans. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, par exemple, la monnaie de Paris émet des pièces en or, si vous voulez. Une des plus vieilles industries d'Europe, c'est la monnaie de Paris, elle émet toujours. Bah, si vous allez regarder, une pièce en or de la monnaie de Paris qui vaut 1000 euros n'a que 700 euros d'or dedans. Donc c'est à peu près toujours, il n'y a jamais évidemment 100%, à part quand vous achetez d'occasion les pièces en or, mais sinon, à part quand vous achetez des pièces en or d'occasion, là les 20 francs et compagnie, eux souvent ils sont très très proches, hein, ils sont à 95 de points en or, mais si vous achetez ça auprès d'une banque centrale ou autre comme la monnaie de Paris, vous achetez une pièce qui vaut 1000 euros, bah en fait elle a que 700 euros d'or dedans. Donc une pièce en or a 70% de confiance, 70% d'or, donc là, pas de confiance, c'est de l'or, hein, ça vaudra toujours quelque chose. Et 30% c'est l'État qui met son petit bonus par-dessus. Mais ça reste quand même un ratio qui est... Et surtout, c'est pas, on ne peut pas vous dévaluer ça. Une fois que vous l'avez, votre pièce en or, elle a cette quantité d'or à tout jamais dedans. Donc on ne peut pas dévaluer une pièce en or, vraiment. On peut dévaluer les prochaines pièces en or, mais pas celles que vous avez entre les mains. Donc une valeur intrinsèque qui est quand même sacrément garantie. Une conversion garantie, bah là, une pièce en or, ça vaut son prix en or, hein. Point final. Anonyme, censurable, non. Saisissable, non. Facile d'usage, et ben non, pas terrible. C'est déjà pas terrible dans le monde physique, mais dans le monde numérique, c'est juste impossible. On ne peut pas échanger de l'or sur Internet. Donc sur Internet, on est condamné à avoir des billets, entre guillemets, mais on peut pas avoir de l'or qui circule par Internet. On a eu des billets convertibles en or, donc là, vous voyez, il faut faire attention. Il y a écrit Gold, je ne sais pas si on voit, Gold Certificate. Ça, c'était les premiers exemplaires de dollars. Gold Certificate, et ici, en petit, il y a écrit $20 in gold coin payable to the bearer on demand. Donc, c'est écrit noir sur blanc, c'est un certificat or, à l'époque, le dollar. Et vous allez dans une banque, vous dites, voilà $20. Vous voyez, la pièce à côté, c'est ça le $20. Vous voyez, $20 en haut. Donc, entre les deux, c'était une convertibilité parfaite à l'époque. C'est-à-dire, vous pouvez arriver dans n'importe quelle banque et dire, vous me redonnez ce billet, je veux une pièce en or de $20. Donc là, valeur intrinsèque 0, c'est que du papier. Conversion garantie en théorie. Donc quand le commerce est prospère, que l'économie va bien, oui. Dans cas de guerre et compagnie, à chaque fois, soit ils stoppent, ils disent on ne fait plus de conversion, donc ça reste figé.
soit c'est souvent quand la guerre se termine, et ben on dévalue la monnaie un petit coup, c'est-à-dire que celui qui avait 20 dollars, et ben après la Seconde Guerre mondiale, il ne pouvait plus s'acheter la pièce à côté. Il fallait 35 dollars pour s'acheter la pièce à côté. Donc c'est toujours un peu la même chose avec les billets, c'est que soit ça explose et il n'y a plus rien, soit ça se suspend, mais quand ça revient, ça a forcément dévalué un petit coup en bas. C'est toujours anonyme, toujours non censurable, saisissable, facile d'usage, oui, mais pas sur Internet. Pareil, le billet n'est pas faisable sur Internet. Et donc, bon, là, on est passé maintenant avec je sais pas si vous voyez la différence, on est passé maintenant avec Bretton Woods, là. Là, c'est un billet de dollar classique, et la convertibilité, c'est aucune. Enfin, pas garantie par l'État. Donc c'est le marché qui va vous dire combien ce billet vaut par rapport à l'or ou par rapport à une autre matière première. Donc là c'est Bretton Woods, d'un coup c'était garanti par l'État la convertibilité, et après 1975 c'est démerdez-vous, c'est plus moi qui j'ai l'or, ça les États-Unis ont gardé l'or, le dollar c'est votre problème. Donc votre or c'est mon dollar c'est votre problème. C'était un peu ça le slogan, on va dire. Donc là, il n'y a plus aucune garantie, et le reste on garde, mais ce n'est toujours pas faisable d'acheter quoi que ce soit sur Internet. Et c'est pour ça qu'on est passé sur les monnaies numériques. C'est-à-dire que les monnaies numériques, en fait, c'est une sorte de, de, de fin horrible qui ne semble ne jamais s'arrêter, l'histoire monétaire. C'est on passe d'une monnaie qui est de moins en moins, qui me donne de moins en moins envie, quoi. C'est-à-dire, on est passé de l'or pur à des pièces d'or avec une valeur intrinsèque qui dévalue de temps en temps. Ensuite, on est passé sur des billets qui devaient avoir une garantie, mais qui de temps en temps sautaient, faisaient faillite ou baissaient. Ensuite, on est passé sur des billets qui n'avaient plus aucune garantie. Donc là, bon, ok. Donc là, l'inflation à gogo, grosso modo. Et là, on est passé sur des monnaies numériques qui ont tous les défauts des monnaies d'avant, des billets d'avant, avec en plus d'anonymat, totalement censurable, c'est-à-dire on peut vous interdire de faire des transactions, et on peut saisir votre argent comme on veut sur le compte en banque. Donc on est dans un pays où ça se passe globalement pas, mais c'est totalement faisable. C'est arrivé récemment, enfin en France, c'est un juge. Oui, le juge qui a condamné, exactement. Tous ses comptes, très intéressant. American Express, Visa, PayPal. Très intéressant d'aller regarder ça, j'ai oublié le nom du juge, mais c'est le juge qui a prononcé la peine au tribunal international, là j'ai oublié, contre Benjamin Netanyahou. Et les Américains n'ont pas été contents, donc les Américains ont dit tu es libre, il est en France, hein. Tu restes en France, tu t'extradies pas, tu n'es pas en prison, non. On va juste faire une notice comme quoi aucun service américain ne doit t'avoir comme client. C'est ça sa punition. Donc il n'est pas condamné, il est toujours en France, en théorie il est libre, il ne doit, juste plus aucun service américain ne doit l'avoir comme client. Et il faut aller voir ses témoignages, il dit ben, je suis libre mais emprisonné. Donc c'est plus de Visa, plus de Mastercard, plus Apple, plus Microsoft, plus Gmail. Il perd tout, plus Booking, même, il peut me dire je peux plus voyager. Et même ça fait des ricochets, c'est-à-dire que les compagnies aériennes, ils osent même pas trop le prendre. Les banques n'osent même pas trop le prendre parce qu'une banque, ça travaille avec le dollar, ça donne sa licence en dollars, ça a besoin. Donc même les banques françaises sont très frieuses à prendre un gars qui est wanted par toute l'Amérique. Ils disaient, ils m'ont pas condamné, ils ont juste dit à leur compagnie techno, enfin ils ont mis une notice. Donc il n'y a même pas eu un juge, il n'y a même pas eu comme ça, une notice qui dit, lui il est blacklisté des services américains. Et ben ça suffit à vous faire vivre un enfer. Parce que les monnaies, effectivement, sont totalement en fait censurables et saisissables. Donc on a vraiment ce cas-là qui est extrêmement intéressant. Un citoyen français qui n'est pas condamné par la France, qui vit en France, mais qui est comme dans une sorte de prison, mais à l'air libre, parce que les Américains ont dit non. Et vous avez Jacques Beau aussi, citoyen suisse, qui vit à Bruxelles depuis un moment, qui, parce qu'il n'était pas très pro-ukrainien dans ses vidéos YouTube, a été condamné comme ça par l'Union européenne, pareil, par une annexe du Conseil de l'Europe. Il a été condamné, et résultat, tous ses comptes européens ont été gelés. Parce qu'il disait pas forcément du bien de Poutine, mais il disait pas du bien de l'Ukraine, quoi. Et tous ceux qui disent pas du bien. Donc en gros, c'est la fameuse loi européenne qui a été votée au début de la guerre pour dire que si vous êtes un agent du KGB ou un oligarque russe, on peut vous prendre tous vos biens sur le sol européen. C'est cette loi-là. Et ben à la suite de tous les oligarques russes, il y a maintenant Jacques Beau. Voilà, ça s'est fait sans trop de jugement. Ils n'ont pas eu besoin d'apporter comme quoi il a été condamné en quoi que ce soit, hein. Ils n'ont même pas besoin de montrer qu'il a touché $1 de Poutine. Ils ont juste dit, ouais, il dit des choses, ça nous plaît pas,
paf, il est sur la liste des oligarques russes, ses biens ont été gelés. Alors que lui, pour le coup, il est suisse, mais il vit à Bruxelles. Donc c'est saisissable. Et tout à fait. C'est pas parce qu'on ne se l'est pas encore fait chourer qu'on ne peut pas se le faire chourer. Et donc on se rend compte que les monnaies, en fait, depuis un petit moment, depuis un siècle, grosso modo, 1920, on avait des belles pièces en or. 1950, on a eu des billets convertibles. 1975, on a eu des billets non convertibles. Et maintenant, depuis 2000, on a des monnaies en plus qui ne sont même pas anonymes et compagnie. Et c'est pour ça que des gens se sont dit, il faut faire autrement. Et à un moment, il y en a, ils se sont dit, là, il y a un problème. Là, on va quand même pas garder ce type de monnaie. Des monnaies, certes, ils sont très pratiques. On le voit, hein, on a les cartes bancaires, Twint et compagnie. Ils sont extrêmement pratiques, mais ils ont un nombre de défauts entre l'inflation, le fait qu'on peut se faire censurer, qu'on peut se faire prendre, le manque total d'anonymat, fait que, ok, ils sont faciles, on peut utiliser sur Internet, mais on ne pourrait pas un peu regagner de vie privée et de pérennité sur le long terme. Et c'est pour ça qu'il y a une autre chronologie qui est l'invention de Bitcoin. Donc là, on a vu pourquoi Bitcoin, c'est que c'est pas du tout un délire, on va dire, d'adolescent, il y a une vraie mentalité derrière. Et ça fait mine de rien. Vous voyez que Bretton Woods, c'était 1975. La première tentative de dire non, attendez, là, on va pas se faire avoir par ça, c'est 1982. Donc ça a commencé en fait assez vite. Donc DigiCash, c'était la première personne qui s'est dit, mais en fait, grâce à la cryptographie, grâce à des algorithmes cryptographiques, on peut en fait super bien sécuriser des transactions à travers des signatures numériques. Une signature numérique, c'est comme ça permet d'authentifier que c'est bien une personne qui a mis la transaction, mais d'un niveau de fiabilité par rapport à une signature papier qui est sans égal. N'importe qui peut imiter, n'importe qui peut rajouter un contenu sur une signature papier. Une signature numérique, c'est infalsifiable. Et une fois que c'est parti, on ne peut pas modifier le contenu, on ne peut pas truquer la signature. Donc ils se sont dit, en fait, cette technologie est tellement incroyable qu'on pourrait s'en servir pour faire des transactions. Ça a été DigiCash et c'était un système interbancaire. C'est plus une sorte de Swift un peu entre les banques. Donc c'était totalement centralisé et c'était, je pense, aussi un peu trop innovant pour son époque. Fail. Ensuite, il y a eu Hashcash. Hashcash, c'est quelqu'un qui s'est dit, pareil, alors c'est que pour les spams, donc là, c'est pas du tout monétaire, que pour les spams. Une personne s'est dit, mais en fait, on se fait spammer de mails dans tous les sens, les mails viennent d'arriver, c'est déjà l'enfer. Si pour envoyer un mail, il faut dépenser un peu d'énergie, il faut faire un petit calcul sur son ordinateur, il faut faire une preuve de travail sur son ordinateur avant d'envoyer le mail pour prouver au destinataire que tu as quand même passé une seconde avant d'envoyer le mail, ça réduit à néant tous les spams. Bah, c'était une super idée, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas pris, mais ça n'a pas pris, c'était un POC sans lendemain. Mais bizarrement, donc là on voit que le système de crypto-monnaie, c'est-à-dire de monnaie basée sur des cryptages avec des transactions signées DigiCash, le principe de Proof of Work 97 avec Hashcash, je veux dire, tiens, en fait, on peut faire mouliner un PC et le PC peut nous donner une preuve comme quoi il a bien mouliné à un temps donné, une preuve mathématique irréfutable comme quoi ce PC a bel et bien mouliné pendant, on peut faire 1 seconde, 10 minutes ou 2 heures si on veut. On peut avoir des preuves mathématiques de temps de calcul passé, quoi. Hashcash, Bimoney. La première personne qui dit tiens, parce que les autres, je crois qu'il y en a aussi qui avaient tenté des trucs qui avaient fini en prison. Donc il s'est dit tiens, on va faire une monnaie pareille crypto décentralisée. Donc le but c'était d'essayer qu'il n'y ait pas une personne, un serveur centralisé, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut répartir ça sur plusieurs nœuds. Ça n'a jamais vraiment été implémenté parce que c'était techniquement trop compliqué. Mais on se dit la décentralisation, c'est pas si bête la décentralisation. BitGold. Donc lui, il a essayé de résoudre un problème qui est très compliqué, mais il n'a pas résolu, c'est que vous avez un réseau décentralisé avec un registre des transactions. Là, on verra tout ça en détail après dans le seconde réunion dans le mois prochain. Comment on fait pour que le registre il a un état donné? Mettons quelqu'un a le droit à 1000 francs dans ce registre. Comment on fait pour que ce quelqu'un il est à Los Angeles? Il va voir un marchand d'or. Il dit j'ai 1000 francs dans le registre, regarde, ok, donne-moi 1000 francs d'or. Une même personne au même moment est à Tokyo. Il va voir un marchand d'or, il dit regarde dans ce registre, j'ai 1000 francs. Est-ce que tu peux me donner de l'or? Les deux regardent le registre au même moment, ils disent ah bah oui, effectivement, il a 1000 francs, je lui donne de l'or. Et en fait, le temps que le réseau se synchronise, il y a un des marchands qui s'est fait avoir, et il y a une des transactions qui ne va pas passer. C'est le problème de la double dépense, et comment on fait sur un réseau décentralisé qui se synchronise lentement. Visa n'a pas ce problème. Visa, les trucs sont séquentiels. Dès que le serveur est centralisé,
Le serveur, les transactions viennent les unes après les autres. Il y a toujours une base de données qui, elle, est parfaitement synchronisée. Donc Visa, Mastercard, Twint, ils n'ont pas du tout ce problème-là. Les transactions viennent, ils sont parfaitement les unes après les autres, et à chaque fois, on peut regarder et savoir s'il y a accès. Quand on crée un réseau décentralisé, on a ce problème de dire, merde, comment on évite cette double dépense? Deux personnes dépensent au même moment à l'autre bout du réseau, et forcément, quand ça va se synchroniser, il y en a un qui va perdre, quoi. Ça a été une problématique assez complexe. BitGold a tenté de le résoudre avec l'horodatage. C'est-à-dire, il a amené les premières, on va dire, pas de chaîne de blocs, mais il a compris que il fallait qu'on puisse mettre les transactions dans un ordre. Peut-être pas un ordre chronologique précis, mais au moins qu'on puisse dire cette transaction est avant celle-ci, qui est avant celle-ci, qui est avant celle-ci, ainsi de suite. Donc BigGold a apporté la première notion d'horodatage dans un registre, et comment est-ce que mathématiquement on peut réussir à faire un horodatage dans un registre. Mais pareil, c'était un POC qui a une idée dans le vent, qui n'a pas été vraiment trop complexe. Je crois qu'ils n'ont pas réussi à résoudre le problème de double dépense, ainsi de suite. Mais ça se dit, bah tiens, en fait, le redatage du registre, il y a moyen. Et c'est ainsi qu'en 2008, en fait, Bitcoin apparaît. Et Bitcoin apparaît avec tout ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire, il est apparu avec les signatures numériques pour signer les transactions et vérifier les auteurs de DigiCash. Il apparaît avec le Proof of Work qui permet de créer le processus de Nakamoto, parce que c'est lui qui a créé son consensus pour éviter la double dépense. Et c'est basé sur le Proof of Work j'ai oublié le nom de Hashcash. Oui, en plus, c'est vrai qu'il a mis une cache dedans, alors qu'il n'avait rien à voir avec l'argent, quand même. Donc, vraiment, tel quel, le Hashcash, le Proof of Work a été remis dans Bitcoin pour faire mouliner les PC afin d'avoir une synchronisation toutes les 10 minutes et qu'en fait, ça soit une personne tirée au sort qui vienne et qui prenne les transactions une à une. Il a utilisé le principe de décentralisation un peu de Bimoney en disant il faut que ça soit décentralisé pour que ça soit vraiment redondant et efficace. Et il a aussi, je crois qu'il a quand même amélioré le principe de registre horodaté avec la fameuse blockchain et la chaîne, les hash qui se suivent, ainsi de suite, mais qui avait été un peu initié par Bimoney. Donc le Bitcoin, l'idée de Bitcoin ne date pas d'hier. Elle date plus ou moins de quand les Américains ont fait Bretton Woods. Il y en a, ils se sont dit ouais, ça, voilà, ça prendra le temps que ça prendra pour s'effondrer, mais il ne faut pas qu'on soit dedans, grosso modo. Et ils se sont dit, en fait, depuis déjà maintenant 30 ans, il faut qu'on ait une monnaie qui un peu rééquilibre le jeu. C'est-à-dire une monnaie qui a cette partie-là, mais qu'ici, c'est un peu mieux. Donc c'est pour ça qu'ils se sont dit, cette monnaie-là, elle est très bien. L'or était aussi très bien. Est-ce qu'on ne peut pas faire une sorte de mélange des deux? C'est-à-dire une monnaie qui a des garanties quasiment comme de l'or. Je dis quasiment, ne mettez pas tout votre patrimoine en Bitcoin, hein, on ne sait jamais. Donc c'est pas encore de l'or en termes de fiabilité, mais qui a quand même des caractéristiques physiques proches de l'or, tout en étant sur Internet. Donc on verra dans les prochaines séances ce fameux Proof of Work et pourquoi la conversation. Alors conversation caduque, c'est parce que un Bitcoin, ça vaut un Bitcoin. Voilà. Après, c'est le marché qui vous dit combien ça vaut, mais Bitcoin a eu cette bonne idée de dire non, on ne va pas s'emmerder à garantir une convertibilité. Donc un Bitcoin, ça vaut toujours un Bitcoin. Et après, le prix, malheureusement, comme on sait tous, il peut fluctuer. Mais ils ont quand même mis, Satoshi Nakamoto a quand même mis un principe déflationniste de la monnaie qui fait que la quantité est limitée et donc on espère que ce taux de convertibilité va ne faire qu'augmenter dans le futur, quoi. Et il a une valeur intrinsèque, c'est le fameux Proof of Work qu'on verra dans les prochaines réunions. C'est que miner du Bitcoin, ça coûte de l'argent. Donc de même que l'or, on est content que c'est de l'or parce qu'on dit qu'il y a quelqu'un qui a galéré quand même, qui est allé dans la mine et qui a allé chercher l'or. C'est pour ça que l'or, on se dit ça peut pas être copié comme on veut, c'est bien de l'or, ça vaut de l'argent. Dans Bitcoin, il y a une sorte de valeur intrinsèque qui est dedans, qui est mise par les personnes qui minent du Bitcoin. Et la valeur intrinsèque, on peut difficilement la chiffrer, mais elle est importante. Par exemple, là, avec le prix du Bitcoin bas comme on a aujourd'hui, il y a des mineurs qui font faillite et qui dégagent. Donc il y a plein de mineurs dans le monde qui n'arrivent pas à miner du Bitcoin pour moins de 70 000 $. Donc le fait que Bitcoin ait une valeur intrinsèque, c'est oui. La quantifier, c'est compliqué parce que c'est chaque mineur qui a son calcul de rentabilité. Et on verra ça un peu plus en détail dans les prochaines réunions, cette fameuse valeur intrinsèque à Bitcoin à travers le Proof of Work. Mais l'idée de base, c'était de dire, est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu le meilleur des mondes? L'or était parfait, on s'est fait un peu entuber avec les monnaies fiduciaires modernes. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une monnaie facile d'usage sur Internet qui n'a pas tous ces points aussi mauvais qu'ici? Donc, c'était un peu le but de cette présentation, c'est qu'on présente Bitcoin souvent comme une start-up faite par un adolescent dans son garage un week-end parce qu'il s'emmerdait, grosso modo.
c'est plus que ça. C'est une problématique qui est là, qui s'est intensifiée au siècle dernier, avec des monnaies de plus en plus bancales et foireuses. Et c'est une idée d'avoir une monnaie numérique fiable sur Internet qui en fait a commencé dans les années 80 carrément, donc on est déjà à plus de 45 ans, et qui en fait a nécessité énormément de recherches, énormément de tentatives pour enfin en trouver une qui fonctionne. Et Bitcoin est en fait la première monnaie, crypto-monnaie qui fonctionne et qu'on a assisté. Donc c'est une solution plus que, on va dire, un délire ou une idée ou un machin un peu bancal. Bitcoin se veut comme une solution aux monnaies actuelles. Donc ça c'est pour la présentation numéro 1, ça va, on a tenu le temps. Et pour la présentation numéro 2, toujours ici, toujours à même heure, toujours le deuxième mardi du mois, donc ça sera le 19 mai, le 12 mai, excusez-moi, le 12 mai à 19h, et on verra maintenant, pour le coup, là on va vraiment parler Bitcoin à fond, comment ça fonctionne, comprendre Bitcoin et comment ça fonctionne grosso modo. On ne va pas plonger dans le code, l'algorithmie, on va voir qu'est-ce qu'une blockchain, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, qu'est-ce qu'une adresse, et comment un peu tout ça s'enchaîne et fonctionne. Donc merci à vous d'être venus et j'espère vous revoir la semaine prochaine, le mois prochain. À chaque fois, je suis trop pressé. Le mois prochain. Semaine, hein, Chaque semaine, il y a un rythme. Hein. On a déjà du mal avec le rythme mensuel. Donc rendez-vous le mois prochain, deuxième mardi du mois, 19h, ici même, pour maintenant voir comment cette solution a été articulée pour résoudre nombre de problèmes des monnaies actuelles. Merci à vous.